Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est essayiste, ancien député, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Henri Guénaud. Bonjour Sonia Mabrouk. Nous allons évidemment largement évoquer votre tribune au Figaro sur l'évolution de la guerre en Ukraine, une tribune qui a fait énormément réagir. Mais tout d'abord, une première question d'actualité à l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Après des jours et même des semaines d'atermoiement, c'est finalement Elisabeth Borne qui s'installe à Matignon, décrite comme une techno de gauche. Mais ma question porte pas tellement sur son profil ni ses chantiers, mais sur le rôle et même l'utilité, oserais-je dire, du Premier ministre dans un quinquennat et avec la personnalité de ce président aujourd'hui. Quel est ce rôle? Quelle est cette utilité? C'est bien la question. Le quinquennat a complètement déréglé les institutions de la Ve République. Vous savez, la Ve République, c'est un régime parlementaire. Bon. C'est-à-dire que si la majorité parlementaire est de la même couleur que le président, eh bien le président dispose d'une majorité pour faire sa politique. Si la majorité parlementaire n'est pas celle du président, eh bien doit s'installer un partage des rôles. Ce qui s'est passé dans toutes les cohabitations. Et les cohabitations, finalement, elles ont été une respiration dans le système. Elles permettent aux gens, en cours de mandat présidentiel, éventuellement de changer de gouvernement et de politique. Bien. Le quinquennat a fait coïncider totalement les deux mandats par son rythme et par la coïncidence des calendriers. Il a rendu le poste de Premier ministre, il a changé la nature du poste de Premier ministre. Voilà, on voit bien que il y a un vrai problème. À cela s'ajoute la conception que le président de la République a de l'exercice de sa fonction. Voilà, c'est-à-dire il gouverne, le président. Le général de Gaulle, pour le général de Gaulle, il y avait ce qui relevait du gouvernement, ce qu'il appelait le quotidien, puis il y avait l'essentiel qui relevait du président, ce qui l'empêchait pas de temps en temps d'être interventionniste. Bon, pareil pour Pompidou, même pour Valéry Giscard d'Estaing, ou pour François Mitterrand. Bon, le Premier ministre s'occupe encore une fois, du quotidien, mais il s'occupe de l'interministériel, de l'administration au jour le jour. Bref, il a une énorme tâche, puisque c'est lui qui est au cœur du pouvoir administratif. Bon. Et c'est lui aussi qui gère les relations avec les parlementaires. Dans le système actuel, on dérive de plus en plus vers un président qui gère tout, et notamment les relations parlementaires, mais du coup il n'a plus non plus de bouclier, il n'a plus de protection. Or le président doit rester malgré tout un acteur à part dans la vie politique et dans l'exécutif. Vous parlez d'expérience, voilà. Parce que cela on pouvait l'appliquer aussi à Nicolas Sarkozy, à sa personnalité en dehors du quinquennat, mais le quinquennat fait que cela est accéléré aujourd'hui. Il n'y a que ça, c'est-à-dire que il est en première ligne, mais il est vulnérable. Or le président, il a un rôle symbolique très, très important. Il est celui qui unit, il est celui qui incarne l'unité de la nation. Quand François Mitterrand met un terme à la réforme de l'école libre, parce qu'il ne veut pas déclencher une nouvelle guerre scolaire, il joue son rôle de président. S'il est à la fois président et en fait Premier ministre, il ne peut pas le faire. Quand Jacques Chirac, sur le CPE, désavoue son propre gouvernement, le gouvernement de Dominique de Villepin sur ce sujet, en disant voilà, je vais promulguer ce texte qui a été voté par l'Assemblée, mais il ne sera pas appliqué. Vous vous souvenez, ça paraît surréaliste, mais en même temps, c'est le rôle du président, à certains moments, de dire l'unité nationale vaut plus que la politique du gouvernement. Et même que ma politique. Voilà. Mais pour ça, c'est un équilibre très subtil. Et cet équilibre très subtil a été rompu. C'est le rôle et l'utilité du Premier ministre sous un quinquennat. Oui, et la façon dont le président décide de gouverner. Il me semble qu'au moment où nous sommes, le président aurait pu, peut-être le fera-t-il, mais dire je vais être un président qui préside. Voilà, et on va réunir tous ceux qui sont prêts à mettre entre parenthèses ce qui divise et qui sont prêts à s'atteler ensemble à régler les problèmes les plus urgents. Donc il y a la guerre, l'inflation, le pouvoir d'achat. Et c'est lié, on va en parler, bien sûr. Un président qui préside aux destinées de la France, Henri Guénaud, et la question qui choisit à un moment donné, parce que c'est son. Moi je suis une vision plutôt gaulienne du président de la République, je crois au volontarisme politique, mais il y a des circonstances où peut-être faut-il faire autrement. Je pense qu'on est dans ce genre de circonstances et que il appartiendra au président de la République d'y réfléchir. Mais on aurait pu mettre entre parenthèses la retraite à 65 ans. On peut mettre entre parenthèses certaines mesures. Et que restera-t-il alors du mandat qui s'ouvre, si on met entre parenthèses la réforme mais vous savez, s'il en restait la réunification de la société française et du peuple français et la restauration de l'autorité de l'État, ce serait un énorme acquis. Faire ça en 5 ans,
même pas arriver forcément jusqu'au bout, mais avancer dans cette voie dans les 5 ans qui viennent, compte tenu de la fracturation de la société, ce serait déjà énorme. C'est important là, c'est-à-dire que s'il ne resterait qu'une finalement action majeure, c'est celle-là. C'est réunifier la société. Enfin, vous voyez pas, elle est tellement fracturée. C'est pas la seule. Regardez les États-Unis, regardez la Grande-Bretagne. Mais c'est la priorité des priorités, vous savez. Une société qui se divise, qui n'arrive plus à s'unir, c'est une société à s'unir de façon normale, par le jeu normal des institutions. C'est une société qui va se réunifier par la violence, toujours dans l'histoire. Ça veut dire, Henri Guénaud, que si vous aviez été, on l'imagine, conseiller spécial d'Emmanuel Macron, vous lui aurez dit... Non, pas la réforme à 65 ans. Vous ne pouvez pas, Monsieur le Président, engager... Mais si vous voulez que les gens viennent travailler avec vous, il faut mettre entre parenthèses ce qui fâche et qui n'est pas urgent. Et ça n'est pas urgent. Voilà, comme les autres devraient mettre entre parenthèses aussi un certain nombre de leurs idées et de leurs réformes pour se concentrer sur ce qu'on peut faire ensemble pour avancer ensemble vers une société à la fois plus apaisée et plus unie. Voilà, une société... plus apaisé, plus uni, oui. Mais le monde, justement, et c'est votre tribune au Figaro qui a déclenché d'innombrables réactions, Henri Guénaud, une tribune pour appeler au sursaut, au réveil, intitulée « Nous marchons vers la guerre comme des somnambules ». La guerre, vous entendez par là la guerre totale mondiale, ça veut dire que chaque jour qui passe, là, chaque heure, chaque minute qui passe, même à ce micro, on avance collectivement, l'Occident avance selon vous vers cet abîme ? L'Occident, l'Europe, l'Europe d'abord, l'Occident et peut-être le monde. Enfin, moi, je suis frappé par la rapidité de l'escalade depuis le début de la guerre. Alors, on ne va pas revenir, je l'explique dans ma tribune assez rapidement, mais comment on est arrivé jusqu'à la guerre. Et depuis, il n'y a pas eu une initiative pour empêcher la guerre. Comme si au fond, personne ne la voulait, tout le monde faisait tout pour qu'elle arrive. Bon, des deux côtés. Des deux côtés, mais en tout cas l'Occident, l'Europe, dont c'est le rôle, à mes yeux, n'a rien proposé. Une fois que la guerre est entamée, on n'a toujours rien proposé. Le président de la République, qui est président de l'Union européenne, dit des choses sensées sur ce sujet. L'escalade est dangereuse, il ne faut pas humilier la Russie, il faut pas. Bon. Mais pour l'instant, il n'en tire aucune conséquence. Je me souviens de 2008, Nicolas Sarkozy en Géorgie, même cas de figure. Hein, la Russie lance ses chars sur la Géorgie pour des raisons à peu près similaires à celles à celles de l'Ukraine et Nicolas Sarkozy prend un avion, il est président de l'Europe, il demande l'avis de personne, il prend un avion et il va négocier, pas seulement parler. Il revient avec un accord. Bien sûr, la Géorgie a perdu 2 provinces. Quand vous dites l'avis de personne, c'est-à-dire même pas l'avis des Américains. Dans cette tribune, c'est très frappant, vous nous appelez à tirer les leçons de l'histoire, Henri Guénaud. Vous ne cherchez pas à comparer, je le dis, à raisonner par analogie, mais vous estimez qu'il y a une forme de permanence de certains comportements, oui, donc des erreurs humaines qu'on répète. Oui, vous savez, la guerre a quelque chose à voir, oui, peut-être les calculs de certains ou l'orgueil démesuré de quelques dirigeants, mais elle a surtout à voir avec la nature humaine, avec les instincts de violence, de sauvagerie qui sont dans l'homme et qui se réveillent dans ces moments-là, et puis avec la psychologie profonde des peuples. C'est-à-dire les peuples, ils ont une histoire, ils ont dans leur mémoire sont gravées des blessures, des revanches à prendre, parfois des haines, parfois ou des admirations, mais il y a voilà, le mécanisme est toujours le même pour arriver jusqu'à la guerre, c'est que chacun prête à l'autre ses arrière-pensées, ses ambitions, et évidemment c'est un jeu qui, si personne ne l'enraye, conduit droit à la guerre, ce qui s'est passé dans la plupart des grandes catastrophes. Alors on dira en 1939 Hitler, oui, mais Hitler ne nous exonère pas du traité de Versailles. Voilà, vous savez, la guerre de 14, pourquoi je l'ai pris, c'était pas pour dire que nous sommes en 14, mais c'est parce qu'elle est elle est un mécanisme de monter à la guerre et ensuite de monter aux extrêmes de la guerre, 20 millions de morts quand même, hein, c'est 4 ans, 20 millions de morts, qui est presque chimiquement pur, voilà, c'est engrenage, la folie ensuite meurtrière, ensuite on veut punir l'Allemagne. Bon, et donc cette guerre va entraîner 2 choses. Elle va faire de l'Allemagne le pays le plus dangereux du monde, c'est-à-dire ça va engendrer Hitler. Et puis elle va faire la guerre froide parce que elle provoque la révolution russe. Voilà, donc vous voyez, c'est une espèce, et
de la guerre froide, on peut déduire ce qui se passe aussi aujourd'hui. Voilà, il faut regarder ça de cette façon. Ici, moi, j'ai essayé de faire Mais c'est quelle façon, Henri? Parce que vous laissez aussi penser que ce n'est pas le bien contre le mal, cette guerre, qu'il faut sortir de cette idée, de cette logique. Mais toujours, mais le bien et le mal sont inextricablement liés ici, oui, selon bien vous. sûr. Mais voilà, ils sont inextricablement liés. Mais on est capable de sortir de cette idée. Mais si on ne le fait pas, c'est la croisade, vous savez, si tuez les tous, Dieu reconnaîtra les siens. C'est la guerre totale. C'est-à-dire que si vous êtes le bien, vous pouvez tout vous permettre. Et si chacune des parties considère qu'elle est le bien, elle peut tout se permettre. Donc on va au massacre. Voilà, mais la politique, elle n'est pas faite pour ça. On dit souvent que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Non. La guerre, c'est le contraire de la politique. La politique, c'est tout ce qui essaye d'éviter la guerre. Je ne parle pas du pacifisme. Laissons de côté, ce sont deux fautes morales très profondes et intellectuelles, le pacifisme et le bellicisme. Le pacifisme s'imagine qu'on peut extirper la violence de l'homme, c'est pas vrai. Et le bellicisme, il a une jouissance vis-à-vis de la guerre, il pense qu'elle est régénératrice, il aime la guerre. Voilà, donc il faut écarter ces deux sentiments, et il faut se dire une chose, c'est que la politique, elle est là pour s'occuper de la zone grise entre le mal et le bien. Mais pourquoi on n'arrive pas à raisonner? Si vous n'êtes pas comme cela, vous n'êtes pas le seul à tirer cette sonnette d'alarme, à dire cela. On pourrait citer en Allemagne le théoricien et philosophe Jürgen Habermas qui appelle, Henri Guénaud, vous le savez bien, les Occidentaux à éviter les dangereux coups de poker. Voilà, les dangereux coups de poker. Racontons à nos auditeurs ce qui s'y passe. Raisonner aussi en défaite et en victoire. Mais c'est une voix dissonante en Allemagne. Non, mais c'est une grande voix. C'est une énorme voix. C'est très important parce que il a connu une fronde après avoir dit cela. C'est quand même l'inspirateur de tout ce qui est intellectuellement et institutionnellement l'Allemagne depuis la guerre. C'est l'homme qui est obsédé par le totalitarisme et la façon de le faire reculer, en particulier en Allemagne, qui prennent la parole pour dire ça, alors que beaucoup de gens nous expliquent que c'est la lutte contre le totalitarisme, la tyrannie, etc. C'est très important. Mais quand vous dites cela, qu'est-ce qui s'est passé depuis votre tribune au Figaro? Bien, certains vous ont accusé de trahison, de lâcheté. Comment aujourd'hui, Henri Guénaud, porter ce débat alors que la nuance n'est pas permise, ou en tous les cas qu'elle est synonyme de poutinophilie aiguë? Comment on le porte, ce débat? Comment on entend votre voix? Celle de Jürgen Habermas, celle de Maurice Gourdeau-Montagne qu'on a reçu ici même. Comment on les entend, ces voix aujourd'hui? Dominique de Villepin. Tout à fait, Hubert Védrine et d'autres. Voilà. Mais il n'y a pas de choix. Il faut se battre contre l'aveuglement, contre la radicalité, contre la caricature, contre la bêtise aussi. Et puis surtout, il faut se souvenir d'une chose, c'est que la morale, c'est de vouloir les conséquences de ce qu'on veut. Voilà, de ce que l'on veut. Alors, moi, à tous les gens qui vous parlent des droits de l'homme, et c'est très bien, mais qui veulent les imposer au monde entier, là, en l'occurrence, il n'y a qu'une réponse. La seule réponse, c'est, mais écoutez, dans ce cas, allez vous battre. Vous savez, moi je suis très camusien, hein, donc Camus explique très bien, c'est la pièce qui s'appelle Les Justes, et il l'a dit plusieurs fois hier, c'est que vous pouvez être convaincu que votre cause est juste, et que peut-être il y a des gens qui vont mourir pour cette cause, à une condition, c'est que vous soyez prêt à risquer votre propre vie pour cette cause. Et là, vous devenez respectable. Or, la plupart des gens qui aujourd'hui moi j'ai reçu j'ai vu sur Twitter un message qui disait s'il doit y avoir 10 millions, 15 millions de morts, tant pis. Voilà, ce combat en vaut la peine. Bon. Mais Henri Guénaud, qu'est-ce que vous dites par exemple à la Finlande, à la Suède? C'est pas les États-Unis qui les ont obligés à frapper à la porte de l'OTAN, c'est bien eux aussi, qui sont inquiets pour leur sécurité. Emmanuel Macron dit aujourd'hui, je soutiens pleinement leur décision. C'est une faute, c'est pas une erreur. Qu'est-ce qu'on fait? On leur ferme la porte au nez? Mais on n'aurait jamais dû pratiquer la politique de la porte ouverte avec l'OTAN. Jamais. Voilà. L'OTAN était une organisation dirigée contre l'Union soviétique, le pacte de Varsovie, etc. Bon, on en a fait, hélas, une organisation anti-russe. Bon, voilà. Alors, je suis pas sûr qu'elle menace directement la Russie, mais la Russie le perçoit comme une menace. Et si vous voulez, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que tout ça est déraisonnable. Bon, il y a déjà des coopérations militaires avec la Finlande, avec la Suède, que
finalement la Russie a accepté, mais l'entrée dans l'OTAN, ou pour certains pays comme l'Ukraine dans l'Union européenne, ça pose un vrai problème. Et on peut l'empêcher. On me dit, mais ils sont souverains. On peut l'empêcher. La France devrait mettre son veto à ces entrées. Je pense que oui. Je pense que la France à l'OTAN devrait mettre son veto. Oui, je pense que oui, mais évidemment, c'est pas juste c'est pas un veto sec, c'est un veto qui doit se mettre dans le cadre d'une négociation sérieuse, d'un cessez-le-feu, d'une négociation sur la neutralisation de l'Ukraine, de la Géorgie, comme on l'a fait pour la Finlande très longtemps, ou pour l'Autriche en 1955, qui n'est toujours pas dans l'OTAN d'ailleurs. Voilà, c'est... Franchement, c'est les deux sujets, l'Union européenne et l'OTAN. Chaque pays, pour ces deux sujets, chaque pays a le droit de dire non. Et d'ailleurs, on me dit, mais ce sont des pays souverains, ils sont souverains pour poser leur candidature. Nous sommes souverains pour décider si nous les prenons. Et on a oublié la Turquie. La Turquie a déposé sa candidature à l'Union européenne en 1987. Et elle n'y est toujours pas. Et il y a beaucoup de pays, dont la France, qui s'y refusent absolument. Donc ça n'est pas anormal. Ce qu'il faut, c'est sauver la paix en Europe et la paix mondiale, parce que là, nous risquons énormément. En tous les cas, risque. Parce que c'est juste un engrenage qui, à un moment donné, échappe aux hommes. Et il faut entendre le mot paix. On a beaucoup parlé de guerre, il faut entendre le mot paix. Il faut savoir qu'il y a un moment où ça échappe aux hommes, donc il faut faire quelque chose avant que le processus ne nous échappe complètement, devienne incontrôlable. Merci Henri Guénaud. Merci d'avoir été notre invité. Bonne journée à vous. Merci à vous. 8h20.